Salut Alors tout de suite je me tourne vers mon invité unique, pour son blême hachement unique, mais hachement grave. Il s'agit de Bob Toison, dit Bobby, récemment élu à l'Académie française. C'est sûr, Franck, Oui. sûr. Il semble alors possible de dire que l'existence du corps est certaine. Qui nierait qu'il a un corps? Qui pourrait croire un instant que son corps n'existe pas? Donc, deuxième hypothèse, ce serait le corps, son existence, le fait qu'il soit capable de ressentir, qui serait absolument certain et qui pourrait servir de fondement à toute la philosophie. Qui n'a pas fait l'expérience du rêve? Qui n'a pas fait l'expérience dans le rêve de croire être dans la réalité? Et ce n'est qu'au réveil qu'il se sera rendu compte qu'en fait ce n'était qu'un rêve. Oh, peut-être même que certains d'entre vous ont fait l'expérience d'être dans un rêve qu'il prend pour la réalité, donc d'être dans un rêve sans avoir conscience d'être dans un rêve, d'avoir l'impression de se réveiller et donc de vivre dans la vie réelle, et en réalité de se réveiller et donc de comprendre qu'en fait il y a eu deux niveaux de rêve. Autrement dit, si éveillés nous sommes capables de distinguer le rêve de la veille, dans le rêve la confusion est possible. Et dans le rêve, rien ne vient nous permettre de dire « ceci est un rêve ». Mais si la confusion est possible dans le rêve, sans que nous soyons détrompés, il faut attendre l'après-rêve pour le savoir. Qu'est-ce qui nous dit que maintenant, nous ne sommes pas dans un rêve? Eh bien, les rêves, ils ont l'air réels quand on est dedans, pas vrai? C'est seulement quand on se réveille qu'on se rend compte qu'en fait, tout ça n'avait rien de vrai. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez vous rappeler comment votre rêve a commencé, ou vous vous retrouvez toujours au beau milieu de l'action? Ouais, vous avez raison. Comment s'est-on retrouvé ici? Eh bien, nous nous sommes d'abord... Réfléchis bien, Ariane. Comment es-tu arrivé ici? Où es-tu en ce moment? Et d'ailleurs, si on y réfléchit, qu'est-ce que vous pouvez rêver de mieux qu'avoir une séance de philo sur votre ordinateur? Le rêve, non? Autrement dit, comme dans le rêve on ne peut pas être détrompé sur le fait que nous sommes en rêve, eh bien peut-être qu'actuellement, alors que nous croyons que nous sommes en train de vivre, nous sommes en rêve. Or, dans le rêve, nous faisons l'expérience de notre corps, nous faisons l'expérience de ressentir, d'avoir mal, d'avoir peur, d'avoir du plaisir, nous faisons l'expérience d'agir par notre corps, certainement comme Superman ou en train de battre un dinosaure, peut-être. N'empêche qu'on a l'impression de vivre dans notre corps, alors qu'en réalité notre corps, il est tout à fait tranquillement dans son lit en train de dormir sans bouger. Il y a une illusion possible sur le corps. Et si l'expérience du rêve, c'est l'illusion possible sur le corps, ça veut dire que nous n'avons pas la certitude que notre corps existe. Et si nous n'avons pas la certitude que notre corps existe, alors ça ne peut pas servir de point de départ absolu à la philosophie. Très bien pour les connaissances sensibles et le corps, mais au moins il y a un truc qui semble absolument certain, ce sont les mathématiques et la géométrie. Ça, au moins, on est sûr que c'est vrai. Ça, c'est indubitable. Comprenez bien la force de l'argument de Descartes ici. Les mathématiques sont sa méthode absolue. S'il remet en question les mathématiques, est-ce que ça ne va pas tout faire chanceler? Réponse de Descartes. Il l'a fait à deux niveaux en fonction de l'œuvre dans laquelle il en parle. D'abord, la première chose dont je voudrais m'assurer, si vous pensez que les mathématiques sont absolument certaines, pourquoi vous n'avez pas tous 20 de moyenne en maths? Autrement dit, il vous arrive de faire des erreurs d'inattention dans la résolution de vos exercices. Et s'il vous arrive de faire des erreurs d'inattention et de ne pas vous en rendre compte, c'est-à-dire que vous avez besoin d'être corrigé pour comprendre que vous vous êtes trompé, alors ça veut dire que les mathématiques, subjectivement, ne sont pas absolument certaines. Mais Descartes va encore plus loin et pose l'hypothèse d'un doute hyperbolique qui vont permettre de remettre en question toutes les connaissances, quelles qu'elles soient, même objectivement les mathématiques et la géométrie. Imaginons, nous dit-il, un je ne sais quel trompeur qui met toute son industrie à nous tromper. Autrement dit, imaginons que toutes nos pensées, tous nos rêves, toutes nos imaginations ne sont rien d'autre que le film imprimé par un génie malin qui s'amuse de notre pensée et qui nous fait croire que nous existons, qui nous fait croire aux mathématiques, qui nous fait croire à notre corps, qui nous fait croire à la géométrie.
Mais tout ça, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'une fiction, ce n'est qu'une possibilité imaginée du cerveau d'un malin génie. En rien, c'est réel. Il faut comprendre avec précision cette hypothèse du malin génie chez Descartes. Cette hypothèse qui conduit au doute hyperbolique. Évidemment, le malin génie n'existe pas pour Descartes, ce n'est pas une réalité. Simplement, n'oubliez pas ce qu'il recherche. Il recherche une connaissance qu'il soit impossible de mettre en doute. Une connaissance indubitable. Si elle est indubitable, ça veut dire qu'il n'y a pas la moindre possibilité de la remettre en doute sans tomber dans une contradiction impossible. Or, l'hypothèse du malin génie, à défaut d'être vraie, tout le monde est d'accord, elle est possible, elle n'est pas contradictoire dans les termes. Donc c'est une objection possible. Et comme Descartes veut qu'il soit impossible de remettre en question sa première vérité, eh bien il imagine toutes les objections possibles, même la plus forte, même la plus improbable, mais pas impossible, même la plus improbable, c'est ce qu'il appelle le doute hyperbolique. Si ce doute est possible là, et que toutes nos connaissances en réalité ne sont rien d'autre qu'une fiction inventée par un malin génie, il semble que nous soyons obligés de déclarer qu'il n'y a aucune connaissance vraie possible. Les sceptiques ont gagné. Il n'y aurait pas de premier principe de la vérité. Il nous faut, dit Descartes, suspendre notre jugement. Il faut accepter que nous ne sommes pas capables de déclarer telle connaissance est vraie. Non, à l'inverse, on n'est pas capable de déclarer telle connaissance est fausse, parce que si on avait l'assurance de la fausseté d'une connaissance, on aurait déjà une assurance. Là, avec le doute hyperbolique, nous n'avons rien. Est-ce pour autant que, de la part de Descartes, c'est un échec? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ok, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial Histoire ancienne. Voilà, bonsoir, salut. Salut, merci. Salut. Over sympa de ta part.